Bienvenue à ce premier webinaire du MAPCa pour les rivières vivantes. Et donc, petit rappel, le mouvement d'alliance avec le peuple castor pour les rivières vivantes, on est une association qui accompagnons un mouvement de régénération des cours d'eau inspiré du bois mort en rivière et des castors. Et on a eu envie de faire des webinaires pour penser le bassin versant et penser les dynamiques entre les forêts, les rivières, les feux, l'océan, etc. Penser ces dynamiques un petit peu plus grandes que seulement le cours d'eau. Et aujourd'hui, on a une très grande chance d'avoir Dr. Ryan que je vais présenter. Et pour donner un petit contexte, en agroécologie, un certain monde de l'agroécologie, euh, Hervé Covès nous parle de ces cycles du phosphore qui avaient lieu avec l'émigration des poissons anadromes. Et, euh, et, et bien sûr, on est face à un effondrement du phosphore. Et en fait, nous, en Europe, cet effondrement des migrations des poissons, elle est tellement ancienne qu'on a des paysages appauvris qu'on ne peut même pas imaginer la richesse des paysages qu'on a eus avant. Et donc Hervé, il nous parle de ces cycles de nutriments anadromes depuis plusieurs années. Euh, et puis tout récemment, à la lecture d'un très beau livre de Linda Maps. Et il y a toute une partie de ce livre qui est dédiée au travail du professeur Ryan. Et, euh, et voilà. Donc, juste pour structurer le temps, excusez-moi, je fais les choses dans le désordre. On va. euh, Teresa Ryan va parler pendant un moment. Je vais interpréter au fur et à mesure. Et gardez vos questions et à la fin, soit on ouvre les micros, soit vous écrivez les questions dans le chat et on prendra un petit temps de questions-réponses. On va se limiter à 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Et donc, euh, Dr. Teresa Ryan, Sm'hayetsk, est une scientifique timienne euh, qui est qui est écologue halieutique. Et dans ses travaux, elle intègre les connaissances autochtones et la science occidentale pour soutenir la gestion des forêts et des bassins versants. Elle est chargée des cours de la Faculté de foresterie à l'Université de Colombie-Britannique et agit à titre de liaison avec les Premières Nations pour le programme du Mother Tree projet qui est connu en France, je pense, le programme de Suzanne Simard, dont elle aide à définir les valeurs, les partenariats et la recherche. Euh, Teresa Ryan, elle est aussi la visionnaire qui est derrière le Salmon Forest projet. Peut-être que vous avez vu le lien au film qui a déjà été commencé à ce sujet. Qui, donc elle arrive de la connaissance de la biologie halieutique et elle a fait le lien avec la foresterie. Et maintenant, ils ont un programme qui se met à cet endroit-là pour réfléchir aux liens. Voilà. Et donc, je vais la laisser se présenter, elle le fera bien mieux que moi pour la suite. Et ce séminaire, il a lieu grâce à Érable, raconter le vivant pour agir. Et voilà. Et je passe la parole à Dr. Ryan. Okay, thank you. Should I go ahead? Yes. Okay, thank you. I'm learning French. I'm not, so I Super. can understand some of it, but I don't speak it well at all. Working on it. Okay, first I will give you my introduction in S'mhayeksk, our Tsm'syen language first, which D'abord, I will translate. Um, S'mhayetsk Dawayu, Nawalps, Metlach Spiel, S'morget Spihanak, Stawatsogu.
Gitlan Tsm'syen Delawatku, Bilhamneach Wasnoyu, Indoix and Suquamish, Laxiulpum. My name is Sm'hayetsk, and I come from the Gitlan tribe, the House of Sm'hayetsk. So we have many tribes in the Tsm'syen, and we have actually 14 tribes in the Tsm'syen, and then each of the tribes has house groups. So I've given you my matrilineal identity. We follow our mother. And I told you my mother's name, Wilhelmner, so that you know which matriline I come from. It's Alors, it's a very I, ancient. Go ahead. I'm sorry, I'm gonna have to interrupt you many times. Donc, elle s'est présentée, Simhayet, de son clan à l'intérieur. Et il y a plusieurs clans, il y a 14 clans différents. Et son clan, et c'est celui de sa mère. C'est des transmissions qui sont matrilinéaires. Let's see. This is my crest on here, the White Raven. I come from the White Raven clan, Maganhada. Donc, ça, c'est So, son blason. Elle vient du clan des Ravens, c'est le grand corbeau blanc. um, so this is our salmon forest map that goes from California, the Southern California, all the way along the Pacific coast of North America into Alaska and into the Arctic. Donc ça, c'est la forêt de saumon qui commence au nord de la Californie et qui va jusque au nord de l'Alaska. In the salmon forest, we have many different types of salmon. Particularly, we are familiar with the seven that includes steelhead, chinook, coho, sockeye, chum, pink. Dans cette forêt de saumon, il y a donc 7 sortes de saumons différents, celles qu'elle vient d'énumérer. Chinook is the largest of the salmon. Donc Chinook, c'est le saumon le plus grand. They can be 80 to 100 kilos, 80 to Ils, 100 kilograms. ils peuvent peser de 80 à 100 kilos. And I'm a Chinook salmon scientist for Canada on the Pacific Salmon Commission. Et elle est scientifique spécialisée dans le Chinook pour le Canada. So the work that we are engaged in the salmon forest is mostly in British Columbia at this point. À ce stade, les travaux sur lesquels il se penche sont surtout dans le Canada. So we think of this as a complex adaptive system, the salmon forest, when we're studying it from a science perspective. And this is how we treat it in our management. Alors, nous pensons les forêts comme des systèmes complexes et c'est comme ça que nous les gérons aussi. The management system only works on the parts of all of the salmon. It works only on managing fisheries harvest. So the Salmon Forest Project at UBC has been funded by the Donner Canadian Foundation. Donc, ce projet est fondé par la Fondation de Donneur de Canada. This is an example of indigenous salmon tidal stone trap. Alors ça, c'est un exemple de trappe euh, créée par les peuples premiers de cette région. It's built, the line of rocks is built by hand by indigenous people long ago. Donc ces pierres ont été mises en place par les peuples premiers il y a longtemps. When the salmon come in from the ocean, the marine environment, they're traveling along and they'll go to the left of the screen is where the river is. When they're running and the tide is high, they don't see this rock wall. Alors au moment de,
des marées hautes, les saumons migrent, sont en train de remonter les rivières, ils ne voient pas cette barrière de pierre. When the tide goes down, then the wall is visible again. The salmon get caught in this pool. Et à marée basse, certains saumons sont coincés dans dans ce bassin. And the people go in and pick out the salmon that they want by hand. Et on peut aller ramasser les saumons que nous souhaitons prélever à la main. They can leave the very, very large salmon there so that when the tide comes in, those large salmon can go upriver to spawn. Et donc à ce moment-là, il y a une sélection des saumons. Ceux qui sont prélevés, ce sont les plus petits pour laisser les plus grands continuer leur migration. The large females have a higher fecundity or more eggs. Les femelles les plus larges ont la plus grande fécondité et font plus d'œufs. And of course, mating with a large male then gets large fish and many more of them. Et bien sûr, si elles se reproduisent avec des mâles plus grands, progressivement, on a des poissons qui sont plus larges. This this um, this method was practiced along the entirety of the salmon forest region for thousands of years. Cette méthode a été pratiquée pendant des milliers d'années dans tout ce que nous appelons la forêt de saumon maintenant. When the tide comes back in, the salmon that are left in the pool escape. Quand la marée haute revient, les poissons qui ont été laissés dans ces bassins peuvent continuer leur migration. This is probably the most efficient passive technology ever devised for fishing. C'est très certainement une des méthodes de pêche la plus passive développée jusqu'à ce jour. Okay. This is in the central coast of British Columbia. Ça, c'est sur à peu près le centre de la côte de la Colombie-Britannique. The First Nation is Heiltsuk. Le peuple premier est Haïtsuk. They have identified 300 of these types of devices. Ils ont trouvé à peu près 300 de ce type de petits bassins. The Canadian government banned use of these technologies in the 1880s. En 1880, le gouvernement canadien a interdit ce type de pêche. And now there's nobody making sure that the large fish go up to escape and spawn. Et maintenant, il n'y a plus personne pour faire en sorte que les plus gros saumons puissent remonter les rivières. So the indigenous people have been saying for about 100 years that there are problems with the way that the colonial government has been managing the fisheries. Donc ça fait plus de 100 ans que les peuples premiers disent que la manière de gérer la pisciculture en rivière est très problématique. The way that they are managed now is completely different than this tidal stone trap. La manière dont elles sont gérées maintenant est bien sûr complètement différente de ce système de petits bassins. This is another example of one of those tidal stone traps inside the river mouth. Alors ça, c'est un autre exemple de ces petits bassins un peu plus haut dans le bassin versant. You can see the debris from the tide laying in the grass. On voit les débris laissés par la marée haute dans l'herbe. Fish would be caught in this little pool. Et les poissons auraient été piégés dans ce petit bassin. It's off in the distance, you can see the marine water here. On voit la mer au fond. We're not the only people or the only creatures that eat salmon. Nous ne sommes pas les seuls à manger du saumon. This is Kermode bear. C'est un ours commodie.
Muskum all, we call him. And what he has done is taken his favorite food into the forest by a large tree. Il s'appelle, je sais plus son nom, et il a pris sa meilleure nourriture et il l'a amené dans son coin favori dans la forêt. And a bear is a picky eater, just like a little child. Les ours sont très difficiles, comme les enfants. They like to just eat the eggs, the roe, and the fish. Ce qu'ils préfèrent, ce sont les œufs des poissons. It's the highest protein density. C'est ce qui est le plus riche en protéines. So they will eat the eggs and leave the rest of the carcass right there at that spot. Donc, ils vont manger les œufs et ils vont laisser les carcasses exactement dans ces endroits. That bear will go to the river and get more, up to 150 to 400 pieces of salmon per day while they're running. Ces, ces ours vont pêcher à peu près 140 ou 150 poissons pendant les montaisons de saumon. So the carcass is left there, and other animals will come along and eat parts of it. Euh, Donc, oui, pardon, 150 par jour. Et en laissant ces carcasses, elles seront mangées par tout un cortège d'autres animaux. And the rest of it will dissolve into the soil. Et le reste va se décomposer dans le sol. So in our indigenous cultures, we've learned this is an example from Subier, an elder that passed away, Bruce Miller from the Skokomish tribe. He would tell stories about the tree people and how they were the most powerful method of teaching us because they don't use language, they don't use words. Donc ça, c'est un exemple de quelqu'un qui s'appelle Subillet, Bruce Miller, qui parle des arbres comme des enseignants les plus puissants parce qu'ils ne se servent même pas de langage. And trees teach us an example of true harmony and their contribution to the world. Et ils nous enseignent par l'harmonie et leur contribution au monde. And the roots below ground hold the forest together just like a community. Les racines sous terre tiennent la forêt ensemble comme une communauté. Okay, so roots are very powerful in the forest. And when that bear leaves his salmon by the tree and it decomposes into the soils, it's picked up in the root system. Et donc, quand quand les carcasses sont déposées au pied des arbres, elles sont ramassées par le système racinaire. When the salmon are running, which they come at during the summer, they enter the water. The trees alongside the riverbank can immediately access some of the marine nutrients. Donc, pendant les montaisons, qui sont au mois de juillet pour le Chinook, les arbres peuvent accéder directement aux nutriments qu'apportent les saumons. But the majority of nutrients are distributed in the forest by the predators of salmon. Mais la grande majorité de ces nutriments sont distribués dans la forêt grâce aux prédateurs. They do distribute them in the riparian area, but they distribute them farther than what we think in the forest. Bien sûr qu'ils les distribuent dans la ripisyle, mais ça va beaucoup plus loin dans la forêt. The animals that benefit include the herbivores, such as a moose, because the health of the plant is and the success of the plant is increased because of salmon. C'est pas seulement les prédateurs qui bénéficient des saumons, ce sont aussi les herbivores parce que la richesse des sols permet une meilleure abondance végétale. This is from Hellfield and Nyman, and it shows a graph on the bottom where in Southwest Alaska, they sampled
for a stream that had no salmon and no bears. Donc ça, c'est une carte enfin un diagramme qui explique d'abord un cours d'eau au sud-ouest de l'Alaska où il n'y a pas de saumon et pas d'ours. So, and then a system with bears only, Ensuite, un système avec seulement des ours, and a system with salmon only. un système avec seulement des saumons. And they found a system with salmon and bears had the highest amount of nitrogen. Et donc, le système qui a du saumon et des ours a le plus grande quantité de nitrogène. So that's for the nitrogen influx that's brought in by salmon. Et ça, c'est le nitrogène qui est amené euh, par le saumon. And as indigenous people have known about these connections for thousands of years, Les peuples premiers connaissent ces relations depuis des milliers d'années. science has been demonstrating it for probably the last, I think, 40 or so years. Et en science, ça fait 40 ans qu'on parle de ces échanges. There were studies in Washington State in the early 90s that demonstrated salmon signatures in every plant that they sampled. When was that? In the early 1990s. Dans les années 90, dans l'État de Washington, il y avait des premières recherches qui montraient la présence de vestiges de saumon dans les végétaux. So we had a student, Dr. Alan LaRock, look at the distribution of marine-derived nitrogen from salmon. On a un étudiant qui a étudié. Can you say it again? I'm sorry. I got Yeah, sidetracked. he looked at marine-derived nitrogen from Mhm. salmon Ok, donc il regarde le nitrogène dérivé du saumon above and below waterfalls, au-dessus et au-dessous des cascades just to see how far the salmon nitrogen goes into the forest. pour essayer de comprendre jusqu'où va le nitrogène. And he found marine-derived nitrogen above the waterfalls where salmon cannot access. Et ils en ont trouvé au-dessus des cascades où les saumons n'ont pas accès. So he sampled all of the plants and all of the organisms above and below ground. Donc il a pris des samples des organismes au-dessus et au-dessous du sol And he found marine-derived nutrients in everything that he sampled. et il a trouvé que le phosphore était dans euh, tous ces samples. For those that are familiar with the mother tree, this is what we study in the mother tree project is the relationships of species above and below ground. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec le Mother Tree Project de Suzanne Simard, mais c'est aussi ce qu'ils étudient, les relations entre ce qui se passe au-dessus et en dessous du sol. So this is a picture of what salmon bones look like on the forest floor after the bear left. Ça, c'est ce à quoi ressemblent c'est des vestiges de saumon après que l'ours les ait mangés. You can see a mushroom growing here. So the mycorrhizal networks have picked up this marine-derived nitrogen and transported it in the forest. Donc là, on voit un champignon qui émerge de ces vestiges et donc on sait que le système mycorhizien a fait circuler dans la forêt le nitrogène prélevé dans cette carcasse. Of course, the bones are the last to dissolve. They're the hardest structure. Bien sûr, les os sont les derniers à se dissoudre et ce sont les derniers à arriver dans le sol. So this is a depiction of an artist's depiction of salmon inside of the trees. Donc ça, c'est une représentation faite par un artiste des saumons à l'intérieur de l'arbre.
in the work that we do in the Mother Tree project and the Salmon Forest project, we try to communicate in unique ways to help people understand the complex relationships that we're investigating. Dans ces projets, le Mother Tree Project et le Salmon Project, ils essaient de communiquer de manière alternative pour parler de ces enjeux scientifiques. We started this in 2017, documenting the work that we do in the forest, both the Mother Tree Project and the Salmon Forest Project. Il a commencé en 2017 en documentant à la fois euh, le Mother Tree Project et le Salmon Forest Project. And we were interrupted with COVID, so it didn't get completed until 2023. Et donc, après l'interruption du Covid, il a pu reprendre et être terminé en 2023. And we entered into several film festivals is apparently the way that happens. And I wasn't familiar with any of this and learned a whole new genre of information. Et donc, ils ont fait circuler ce film dans le monde des festivals qu'elle ne connaissait pas avant. And we were nominated as Best Documentary Short in the Hawaiian Film Festival, which was pretty Ils ont cool. eu un prix tout de suite au prix des courts-métrages de Honolulu. So we're continuing to work on building the Salmon Forest Project and identifying streams to redeploy some of the stone trap technology. Donc, dans le cadre de ce projet, ils sont en train d'identifier certains cours d'eau où ils peuvent remettre en place ce système de bassin. Of course, it costs a lot of money to deploy that technology. We have to remove sediment that's built up in some of those systems that will take dredging. Alors, ça prend pas mal de fonds parce il faut les nettoyer, il faut enlever les sédiments. But as a scientist, I have an opportunity to demonstrate what Indigenous people have been saying for the last 100 years about how effective the management was in the past. Donc, en tant que scientifique, elle peut démontrer, elle a le privilège de démontrer que ces méthodes des peuples premiers étaient bénéfiques à la population de saumon. We want to investigate unique relationships of salmon to forests in areas where there has been significant change, such as in the Klamath River. Ils veulent pouvoir documenter là où il y a eu des grands changements, comme par exemple dans la rivière de Klamath. The Klamath River in California had 4 hydropower dams removed last year. Donc la rivière de Klamath il y a eu 4 barrages hydroélectriques qui ont été démantelés l'année And dernière. no one was sure how long it would take for salmon to repopulate that upper part of that stream. Et personne n'était sûr de combien de temps ça prendrait pour que les saumons puissent remonter cette rivière. They came right back. Et ils sont revenus tout de suite. Yeah. So when we look at the impacts of forests on our salmon streams, Alors quand on regarde l'impact des forêts sur les populations de saumon, it's evident that forestry practices have been very destructive. c'est évident que les pratiques forestières, enfin de déforestation, ont eu un impact énorme sur les poissons. This is just one area in the interior of British Columbia, known as Douglas Lake. Ça, c'est une zone qui s'appelle Douglas Lake à l'intérieur de la Colombie-Britannique. This is 1984, and I'm going to show you another image from 2016. Donc ça, c'est en 1984 et elle va bientôt nous montrer une image de 2016, 2018, 2018. sorry. So 1984, 2018. We can see that there is a significant change in the vegetation across this landscape. On peut voir qu'il y a eu un gros changement dans la végétation de ce paysage.
And the Mother Tree Project is looking at different harvesting practices on these forests and the impacts. Is that comparing different ways to harvest? Yes. Alors, le projet Mother Tree et compare différentes manières de faire de la gestion forestière. We work with licensees Il travaille avec des sylviculteurs conventionnels. and the province. I'm not sure what licensees in province, how different Okay. they are. Is it different management methods? It's companies get a license to harvest that Ok, is regulated by the province. d'accord, d'accord. Donc, c'est des forestiers qui ont des autorisations à euh, prélever du bois. So we work with the licensees at the sites that we're investigating. D'accord. Et donc, ils travaillent à chaque fois avec les entreprises forestières de différents endroits. We have 5 treatments: Ils ont 3 traitements, cinq, clear pardon. cut, Alors, il y there's a a clear soit il y a des coupes and rases, control, d'accord? yeah, Donc, soit il y a une forêt qui n'est pas touchée, and then 3 variable retention treatments: d'accord? Et ensuite, 3 méthodes différentes. 10% retention, On garde 10%, 30% retention, 30% 60% retention. ou 60%. So we have at each location, Sur chaque we site, we have 3 sites at each location with 5 treatments. d'accord. Donc, avec ces 5 manières de prélever le bois ou de ne pas prélever le bois, ils ont 3 sites à chaque fois. It's along a climate gradient from southern BC to northern BC. Et ça va du nord de Washington, from southern BC to where? To northern BC. Jusqu'au nord de Washington. You okay? Yeah. My goodness. Okay, so it's the we're hoping that this project continues on beyond our lifetime. Donc c'est un projet de très longue haleine et on espère que ça continuera après nous. Nobody has ever studied these forests during or for the longevity of the life of the trees that live, many of them up to 1,000 years old. Personne n'a étudié cette forêt avec la longueur de vie de ces arbres qui vivent parfois 1000 ans. So we've also got a new program at the University of British Columbia for a Bachelor of Indigenous Land Stewardship. It's the first time that the academia is actually supporting Indigenous perspectives. Alors ils sont vraiment réjouis, ils ont un nouveau programme et c'est la première fois qu'il y a un programme de cette nature dans l'Université de Colombie-Britannique. Et donc c'est un bachelor qui est comme une It is, maîtrise. it's Ah, for all students. It's for all students, but the Indigenous students also get some facilitation for learning in their community before they come to campus. voilà. Et donc, c'est la gestion de la terre forestière, de la rivière, qui est les méthodes des peuples premiers, qui est ouverte aux élèves qui ne sont pas peuples premiers, mais avec aussi des élèves de peuples premiers. And we have a new name, UBC Faculty of Forestry and Environmental Stewardship. Et, et ils ont changé le nom du département de la foresterie. Et donc, c'est foresterie et euh, gestion euh, de peuples premiers. Enfin, j'imagine qu'il y a une traduction qui est spécifique, mais voilà. I just haven't had time to put the new stuff into my slides yet. So that's all I have. We have a lot of work ahead of us to continue. We focus on working with First Nations in both the Mother Tree Project and the Salmon Forest Project.
throughout the salmon forest region, particularly. We have an interest in expanding the Mother Tree project into more Douglas fir forest areas in the south, but one step at a time. Donc, dans tous ces projets, il y a vraiment un effort de travailler avec les peuples premiers. Pour l'instant, c'est en Colombie-Britannique. Il y a un désir de travailler un peu plus au sud, mais qui n'est pas encore vivant. Thank you. Thank you so much. Thank you. Suzanne? Oui, Bonjour, c'est Laurie de la Relève. I have a question in English for the researcher, if that's okay with her. There is a big fight in British Columbia about industrial logging of old trees. I wanted to know if it affects the regions that is studied by the researcher and her team for the forest salmon, or if it's not in the same area. Yeah, British Columbia is huge. It's such a massive province. And the highest profile protesting to try and save old growth has recently occurred on Vancouver Island in an area known as Fairy Creek. It's some really beautiful old growth forest remaining. And it's still a challenge. That's one of them. We've gotten down to an argument. Essentially, it's become an argument that there's either 3% or 8% of old growth left in the entire forest of British Columbia. And my view is that if you're arguing about a single digit, you're missing the point. Just where we've lost a lot of our old growth, and it's primarily because the province made it policy in 1985 to cut all of the forests entirely and replace them with plantations. That's probably a lot if someone wanted to translate that. non, je ne sais pas si il y a besoin de traduire, mais donc en 1985, il y a une loi qui a fait que c'est la loi qu'il faut couper toute la forêt pour la remplacer par des plantations. Et en réponse à Laurie, Teresa parle d'un enjeu plus récent sur l'île de Vancouver, où pareil, il reste entre 3 et 10% de la forêt primaire. Tout à fait. And Yeah. Dr. Ryan, what led you specifically to this kind of research? Because you are yourself of a First Nation tribe. Did you learn about the forest salmon when you were young, and did it stick with you when you grew up? And what was the genesis of your scientific adventure? Thank you. My grandfather wanted me to be a fisheries scientist. And he told me when I was 17 that I needed to be a fisheries scientist. And I said, why? I'm not going to be a commercial fisherman. And he insisted. And he was a very gentle soul. I did a pioneers, no. I did that too, but a TEDx Berkeley talk, and I explained how my grandfather wanted me to be a fisheries scientist. And so I did. I became a fisheries scientist. And when I was studying in my master's degree program, a course of environmental law, I realized why he wanted me to be a fisheries scientist. It was because the laws of our fishing ways, the indigenous ways, were different than the laws that were managing the fisheries from the Canadian and British Columbia context. Do you want to translate that? Because I have more. Yeah, sure. Donc, c'est son grand-père qui lui a dit de faire des études de sciences halieutiques et elle ne comprenait pas trop pourquoi. Et c'est plus tard dans sa vie qu'elle a compris que les lois occidentales, la manière des piscicultures
et celle des peuples premiers était très différente et qu'il y avait besoin de faire avancer la conversation dans cette direction. So I was working with some scientists from Fisheries and Oceans Canada and First Nations, and we were studying everything, trying to find what data we had on Chinook salmon in this southern BC. And we came across some populations that showed an increase in abundance that we didn't expect. Donc, ils étudiaient, ils essayaient de récolter toutes les informations sur le poisson chez nous qu'ils arrivaient à avoir. Et puis, il y a eu un endroit où il y a eu une explosion de population qui était inattendue. And what we saw was in the pine beetle infested forests, there was an increase in abundance that we didn't expect. Et en fait, dans une forêt qui était infestée de bark beetles, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est un insecte, ben, c'est peut-être ce qui se passe dans les Landes en ce moment. C'est un insecte qui tue les arbres en mangeant sous l'écorce. Et curieusement, cette infestation bénéficiait aux poissons. So Fisheries and Oceans Canada doesn't have the budgets or interest in investigating research questions about why that would happen. Et en fait, il n'y avait pas de financement pour comprendre ces liens. So I said, I'll go into a forestry program and develop a salmon forest project because that way then we could show what our indigenous knowledge means. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de financement pour faire ces liens entre forêt et rivière. Et donc, en arrivant de la rivière, elle est allée dans ce département de foresterie et elle a dit, je vais la faire, cette recherche. That's how I got here. Merci pour ces questions, Laurie. In the, in, Du coup, j'ai une question. ok, vas-y. Thank you so much for this presentation. I forgot your first name because it's written Dr. Ryan. Mhm. Teresa, sorry. Yeah, it's very inspiring. Thank you so much for your work. And I imagine it's not easy every day to keep faith. So thank you so much to give us inspiration to continue to regenerate our small planet. I have a question because I work in agriculture and I was wondering if you work also with farmers or it's only forestry, and for example if they see if they are just interested by nitrogen questions or if they see also the bigger picture and how they can be really important in that. Yes, interesting. I taught agroforestry for the last 3 or 4 years at UBC in forestry, so agroforestry. And it's just fascinating to me. There is an indigenous use of the forest for gardens. So there's the forest gardens, and that's a part of our mother tree research and the salmon forest research combined. So it's another development that we're working on. And the goal of the Mother Tree Project and of the Salmon Forest Project too is about regeneration. It's, having these systems naturally regenerating again and understanding what those cycles and rhythms of their success is without destroying the system. Thank you so Donc, much. Suzanne, je ne sais pas si tu veux traduire pour les autres. juste au cas où en vitesse, donc elle enseignait l'agroforesterie avant et donc oui, les objectifs c'est de faire de la régénération avec ces systèmes de forêt-jardin qui étaient pratiqués par les peuples premiers, bien sûr. Mm.
I see questions in the chat. Alors, There are many streams in British Columbia. We hear mostly about our two largest rivers. The Fraser River is the largest, and it courses through pretty much all of British Columbia, up to the far north. It enters just by Vancouver and to the sea, but it comes from the interior. And that's the longest and largest river with the most amount of salmon populations and many bears throughout the whole area. Wherever there's salmon, there's going to be bears. And then the next largest river is the Skeena River, and that's the Tsm'syen River. We call our river Xien. So Skeena came from Xien, and the English spelling Skeena. That is the home of the Tsm'syen. And upriver is the Gitxsan, people of Skeena as well. And many salmon populations there. We have mostly the 6 species of salmon in those 2 rivers. And then if rivers are smaller, they won't have all the species of salmon. The closer the stream origin gets to the ocean, then the fewer number of salmon there are. the closer to the ocean, the less kinds of salmon there are? The closer the headwaters are to the ocean. So we've got a lot of steep mountain topography too. Once you leave Vancouver, the mountains go straight up. So yeah, it's the streams in those mountains don't have that far to go to the ocean. Like the Fraser River goes all the way through the whole province, right? And the Skeena River is really long too. D'accord. Alors, j'ai pas vu la question, mais dans la réponse, ce que je comprends, c'est bien sûr les cours d'eau qui sont plus courts et plus pentus, qui se jettent dans l'océan, ont moins d'espèces de saumon, et celles qui sont plus grandes en ont davantage. Elles les ont toutes. Alors. I have a question because in the book, or I don't know if Linda talks about it orally or in the book, she talks about being able to see from satellite the difference of a forest that has salmon and a forest that doesn't have salmon in terms of greenery, and also being able to see salmon good years in the tree rings. And is that something you've observed? Yes. Yes. And we could do the calculations for salmon relative abundance if we wanted to, based on the concentration of marine-derived nitrogen that is captured in the tree rings through dendrography. Oh boy, I have problems with English too. We could, but it's very expensive to do those analyses. It's I can't remember, like 40,000 or something US dollars or something like that. It's hugely expensive, so it's not done. But we see a difference in the health of the forest when we're out, even on the Mother Tree Project. We can tell an area that has a healthy salmon abundance because it's a healthier forest. And our data is showing exactly that. We have coastal sites as well as the sites that I had explained in the presentation. We're developing sites with First Nations on Vancouver Island, and then on the mainland, and the Haida up in Haida Gwaii. And those are still in development. We've got a couple of years of data, maybe 3 or 4 in some of the sites. So we're still building
our coastal, which the trees are no longer the Douglas fir climax tree because once you get past Vancouver, the forest changes to the cedar western hemlock. So our focus is cedar, western red cedar, Duya placata. Alors, je posais la question parce que dans le livre de Linda MAPCa qui parle de la recherche de Teresa, elle parle du fait que les bonnes années de poissons sont donc visibles sur les cernes des arbres, mais aussi que depuis satellite, on peut voir une forêt en bonne santé. On peut savoir si une forêt, par la santé de la forêt, on peut savoir si c'est une forêt où les saumons viennent. Et elle répond que oui, mais c'est la dendrochronologie, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette histoire de forer les arbres pour pouvoir lire les années, je m'excuse. Ça coûte très cher, ça coûte 40 000 à peu près pour analyser ces données, mais ils savent, ils récoltent énormément de données là-dessus. Et notamment avec le Mother Tree Project, donc sur ces différents sites. Donc maintenant, ils ont 3 4 ans de données là-dessus, dans des forêts de Douglas, mais aussi des forêts euh, de cèdre. The way that we see that is with a higher biodiversity and of course the condition of the plants that we're inventorying at those sites. Alors, il le voit tout de suite, en arrivant sur les sites, donc avec Suzanne, elle disait qu'il voit tout de suite la santé des plantes leur indique la présence des saumons et une plus grande densité de biodiversité. Yeah. Suzanne, je me permets d'intervenir. Et si tu peux bien penser à traduire à chaque fois les questions et les réponses. Et je crois que Yann avait une question également dans le chat. Et il peut pas parler, Yann? Et il peut pas ouvrir son micro? Je ne sais Je vais pas. essayer. Je vais- Mince. Alors, Oui, Suzanne, tu m'entends? oui. Euh, à la limite, je veux bien te laisser traduire parce que je suis pas sûr d'avoir exactement les bons mots. Euh, en fait, je voulais savoir si dans les recherches actuelles de Teresa, ils avaient réussi à déterminer sur quelle distance par rapport au lit des rivières, il était possible de détecter l'apport des cadavres de saumon dans la composition des sols des forêts. Dans ce sens-là, est-ce que, il y a éventuellement un lien qui a pu être établi entre cette distance et l'intensité des migrations de saumon? Hmm. That's what Euh, we're hoping to find out. That's exactly what we want to find out is how far does the nitrogen go into the forest and it through the mycorrhizal networks. It's much farther than just the riparian zone. We've figured that much out so far. But it's like I mentioned, the size of the river, the length of the river, like the Fraser River goes, what is it, 1,800 kilometers into the province. Then all of the tributaries have salmon as well. So those are like tendrils into the forest. Donc, c'est précisément les questions sur lesquelles il travaille, et, et notamment par ces transports mycorhiziens. Jusqu'où est-ce que le mycorhize peut faire ces transports? Et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et oui, donc c'est pas seulement ces rivières, et c'est tous les tributaires de ces petites rivières et jusqu'où ça va. Um, just a question. I feel like there is a mention of wolves eating and going very far, and I don't know if that's Well, interesting. We have a subspecies of the gray wolf on the coast, on the central coast, only on the central coast of British Columbia. It's a sea wolf,
and they will eat the brains only. Donc il y a une sous-espèce de loup au milieu de la côte de Colombie-Britannique qui s'appelle le sea wolf, le loup de mer, et qu'il ne mange que le cerveau des saumons. They get parasites if they ate any other part of the salmon. Et ils sont affectés par des parasites s'ils mangent autre chose que seulement le cerveau du saumon. So it also includes Alaska. Sorry, from the central coast and north along the coast are the sea wolves. Donc ils sont sur le centre de la côte jusqu'au nord. Yeah, that's part of the Helfield and Nyman study in Alaska. They studied wolves were part of that too. Et dans les études qui sont faites en Alaska, les loups faisaient aussi partie de essayer de comprendre jusqu'où allait ce nitrogène. Et du coup, il y avait une deuxième partie, Yann, à ta question, et je pense que je l'ai pas traduite. Oui, c'était savoir s'il y avait un lien entre cette distance de propagation au sein de la forêt des cadavres et intensité annuelle des flux migratoires. C'est-à-dire que Hmm. de la même façon, on peut le détecter sur enfin, en dendrochronologie, là, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on le voit également sur la propagation finalement en latéral à l'intérieur des sous-bois? Is there any link between the intensity of annual migration of salmon Mhm. and the distance where the salmon can go into the forest? Yes, on one part, because the salmon migration, the abundance of salmon is variable, and it's dependent on stream conditions for sure. And if we have a low water year, then the river is very warm, very hot. That can cause problems. Donc, s'il y a très peu d'eau une année, l'eau est trop chaude et ça affecte les populations de saumon. And the environment in the ocean, food availability. If the ocean is too warm, then there's less food available for the salmon as they spend the majority of their life in the ocean. Et pareil, si l'océan est trop chaud, comme ils passent la majorité de leur vie là-bas, ça affecte les populations. And then they have to, Um, when they go back into their streams to spawn, they have to go through all of the fisheries along the way. Et quand ils remontent, ils doivent passer par toutes euh, comment on dit, les piscicultures, les And pêcheries. les if pêcheries. we don't have the management numbers right on the stock assessment, then we underestimate the salmon and there's a reduced return. If we have underestimated or overestimated the stock assessment, then not enough salmon return. Donc, si la quantité de saumon a été surestimée, euh, moins de saumon reviennent. Yeah. It's variable. It comes down to it's variable every year for every stream and every species of salmon. And for the most part, we know that Chinook is declining both in abundance and size. Mais en général, on sait que le chinook est en train de s'effondrer à la fois en abondance et en taille. In the past, the indigenous harvesting strategies were based on knowing the cycles of variability. Avant, le savoir peuple premier était basé sur la connaissance des cycles des variabilités.
So that salmon stone trap that I showed you has been carbon dated for use to at least 5,000 years. Donc les espèces de bassins en pierre qu'elle a montré tout à l'heure, elles sont datées au carbone d'il y a 5000 ans. Yeah, we say it's longer, but they just don't believe us. Ils disent que ça fait plus longtemps, mais ils sont pas crus. Hi, I wanted to ask you a question, please. Yes, please. Thanks a lot for your project. It's amazing. Just if you had a recommendation for novels for a better understanding of the native tribes' culture, history. I have one, but it's not printed yet. I just have to Too bad. respond. I know, I just have to respond to one more peer review and then I can do it. And it's so close, but it's just so many things. I'm working on it. It's very close. And Suzanne is going to have another book come out too this year in March, I believe, for Chasing the Mother Tree or something like that. And so she's got, more in there too. And Linda Mapes has a great collection of books on things that are Northwest and salmon and orca. And we're trying to get this out so that more people become aware of these challenges in these systems. These are very complex systems, and we've been managing them in simple silos, not recognizing those connections. Donc il y a plein de livres enfin non, il y a un livre qu'elle est en train d'essayer de terminer qui va bientôt sortir. Elle recommande bien. Il y a Suzanne Simard qui va sortir bientôt un livre aussi. Euh, et tous les livres de Linda Mapes, mais qui sont pas traduits en français. Euh, et, et voilà, je ne sais pas si Théo, tu veux traduire le reste de la réponse ou s'il y a une autre question. Je vais peut-être pas me risquer à tout traduire, mais merci beaucoup. Juste Linda May, je trouve pas sur. Vous pourriez les player? Ouais, c'est Linda V. Mapes. Attends. Elle a des conférences en ligne, notamment sur les orques et les liens orques, forêt, saumon, qui sont assez magnifiques. I wanted to point out, can you see the picture behind me? And that I use that for my background. That's a Chinook spawning ground on a river. L'image derrière elle, c'est un endroit de frayère pour les Chinook. They actually manipulate the substrate in the river. So they completely change the river. Ils manipulent, ils transforment le substrat de la rivière pour frayer. It's amazing to see the salmon when they're running. So come to British Columbia, have a look. C'est incroyable de voir les saumons pendant la montaison, venez en Colombie-Britannique. I have a question, if that's a good moment. Vas-y, Yes. Anna. I'll translate to French after. My question is, you introduced the presence of the bear, saying we are not the only one who like fish. And I'm curious about what you've been told, or tales or histories about bears and how to cohabitate with them. Yeah. That's intense. There are many stories. Sorry, I translate. La question, Merci. c'est sur les ours. Elle les introduit en disant que les humains n'étaient pas les seuls à aimer le saumon. Et je me demandais qu'est-ce qui lui a été transmis par rapport à comment cohabiter, la cohabitation des humains avec les ours. Oops, sorry, I got distracted. What? She was just translating her own question about bear cohabitation. Yes.
Yes, there are many stories throughout the whole salmon forest region about bears and relationships with bears, and some of the tribes might relate the bear to their clan, not the Tsm'syen. We have different clans, and the we have black bears and we have grizzly bears. Those are the salmon-eating bears. The Commodity bear is actually a recessive gene expression of a black bear. Want to translate? Ouais, donc il y a trois sortes d'ours et c'est le grizzly qui mange les saumons. There are bears wherever there is a salmon stream. There will be bears. There could be bears, and we have stories of them showing up in urban areas. They make the news all the way throughout the whole salmon forest, even down in California. They show up in people's yards. So they're all salmon-eating bears throughout the whole salmon forest. Ouais, donc en fait, non, ils mangent tous du saumon et ils sont très présents et ils apparaissent dans les villes et ils sont partout dans toute cette forêt de saumon. They're very deadly. They're very dangerous. We just had one of our Central Coast communities had a really horrible, tragic incident of a grizzly bear attacking a group of children. Ils sont dangereux et récemment, un grizzly a attaqué un groupe d'enfants. Yeah, it's living with the bears and understanding bear behavior is very important. Donc vivre avec les ours et comprendre leur comportement est très important. Raphael had a good question too, and I don't know if we did answer to that question. Raphael asked if we know approximately how many salmons and bears follow the streams that you are studying of the salmon forest every year in today's time and comparison with, I don't know, like maybe 50 years ago. I don't know if Raphael meant when it was like a good kind of state in a good kind of ecological state. But if you already have data about the numbers. And when we think about numbers, we do it from science, right? So that's a stock assessment, and the numbers that we have for salmon are based on the numbers of salmon that were caught, from fishing, and that starts in the late 1800s. So there are no numbers before that, and we do know that there were many more salmons. In the 1800s, and there was this notion that it was an inexhaustible supply. They would last forever, and that's not the case. So yes, we have much reduced salmon populations now, and there's with the Pacific Salmon Treaty between the United States and Canada, we're trying to restore some of the abundance through that management. Laurie, est-ce que tu veux traduire ta question et sa J'ai réponse? j'ai tout noté. Du coup, j'ai simplement reposé la question de Raphaël qui demandait si on savait combien il y avait d'ours et de saumons sur les courants qui sont étudiés là par le Salmon Forest Project. Aujourd'hui, et puis peut-être à l'époque quand il y avait des ressources plus abondantes, les premières données scientifiques disponibles sur le nombre de saumons, elles remontent à la fin des années 1800, où on sait qu'il y avait tellement de saumons à l'époque qu'on pensait que c'était une ressource inépuisable. On sait maintenant que c'est pas le cas, et c'est pour ça qu'ils essayent de restaurer cet état d'abondance. Et du coup, elle a pas répondu sur les ours, mais I guess Teresa, for the bears, it's the same, like they were more bears before, or maybe they were more hunted before, and now there are more bears, or it is the same, we don't know.
Bears have also fluctuated. When the salmon populations fluctuate, so do bear populations. And we've had times when the salmon populations are very low and the bears starve. We've got pictures of emaciated bears in some places when the salmon are depleted so badly. And that makes it a more dangerous situation for sure, but then they do die. So it's really important that we reconnect these relationships in these forests, in these complex adaptive systems, so that everything is surviving. Because when we lose a keystone species in this system, it cascades throughout the whole system. It affects the forest and it affects everything that's dependent on the forest. Thank you. Du coup, je lui ai également posé la question sur les ours parce qu'elle m'avait pas répondu et elle a répondu qu'en fait les ours sont directement connectés à la population des saumons. C'est-à-dire que moins il y a de saumons, plus les ours meurent de faim. On peut voir des ours émaciés qui vont vraiment pas très bien. C'est là aussi où ils deviennent très agressifs avant l'entrée en hibernation parce que bah du coup il y a plus rien à manger. Donc on voit vraiment entre les ours et les saumons à quel point quand une espèce clé de voûte comme le saumon disparaît, ça fait des effets en cascade sur tout l'écosystème. Et quelque chose qui est mentionné dans le film Salmon Forest, c'est le- la mauvaise santé des peuples premiers après l'effondrement des saumons. C'est leur santé même il y a une personne ancienne qui dit que nous, on n'est pas habitué à manger des saucisses et des choses comme ça. Et voilà, donc ça, c'est un component important pour comprendre à quel point les saumons sont importants. Hi, sorry, I had another question. I missed 5 or 10 minutes, so maybe I missed it, but I've never seen a salmon alive actually. But stupidly, I would have guessed it would have jumped out of the nest, not the nest, but the traps. So what makes them unable to leave the traps? Well, there two things. Salmon, when they get near their stream, they're acclimating. They have to enter fresh water. So their osmoregulation is changing. And so they pause in the estuarine environment. So capturing them at a time when they're probably going to pause anyway is really quite convenient. And the tide in British Columbia has 4 levels. There's a very high water, low water, and low water. So when the tide comes up and down, when you look at it on a graph over a week period, like Sunday through Saturday, then you see the tide go up and down and up and down and up and down. And it's only at those times they're captured in those traps at the lowest low tide. And so in 6 hours, the tide comes back in and they can swim off. Okay, thank you. Mhm. Je vais essayer de traduire un petit peu. Du coup, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que les saumons ont besoin de faire des espèces de paliers, comme en plongée, en remontant les rivières et s'acclimater au niveau de, je sais plus exactement quoi. Mais voilà, ils doivent faire des pauses. Donc en fait, c'est pratique de mettre des pièges à ces endroits-là parce ils vont s'arrêter assez naturellement et se laisser piéger. Et un deuxième élément, ben ça y est, en l'expliquant, je l'ai plus. Euh, les, les, les... 4 marées. Oui, voilà, c'est ça. Les... Il y a 4 marées en British Columbia, en Colombie-Britannique, et du coup, les saumons, ils peuvent seulement se faire capturer quand ils sont dans la plus basse des marées. Et après, bah, à partir de la marée suivante, ils peuvent commencer à repartir et à s'échapper des petits pièges. Moi, je maintenant. C'est Je juste qu'en suis fait, dans 5 minutes. elle pliait pas. Ok. Mais elle nous a dit de commencer à manger. Juste le petit truc à côté. Yann, tu veux poser ta question?
Ah oui, pardon. Euh, oui, alors, attendez, excusez-moi parce que j'étais sur autre chose. J'avais une question effectivement sur les systèmes de piégeage. I have a question, Teresa, about the trap system used by indigenous people. If I understand what you said at the beginning of your presentation, the trap system used to select the best breeders for natural reproduction, isn't it? Can you confirm this point? And The, yes. the largest fish are allowed to go upstream to spawn. And so they would not be taken from that pool. They would be left there so that when the water came in, they could swim upstream. And the reason that this was done was to make sure that there was success in the population for more fish. And certainly when you allow the large fish to go up, then you have larger fish as well. Is that what you're asking? Yes, exactly. And Yeah. the other point is now, today, because we have a significant decline of the salmon runs, do you think it's still interesting to do the same traps and to keep to select the bigger breeders, or salmon runs are too low to allowed to select biggers from other ones? Mhm. Yes, I think it would be really smart for us to use some of the strategy that indigenous people used in the past. Someone want to translate? Ouais, donc la question de Yann, c'est de confirmer cette espèce de sélection naturelle qui se faisait pour essayer de stimuler, enfin, pour faire une sélection pour qu'il y ait des plus gros saumons. Et la question de Yann, c'est est-ce que c'est pertinent de remettre en place ces pratiques? Et Teresa répond oui. The And way that go the ahead. way that we're managing them now by with the stock assessment and resource management, um, it's uh, it's based on the idea that the salmon would never run out, but they are. So we are faced with depleted stocks nearly coastwide. There are some that are in the southern portion of the salmon forest that are listed as endangered under the U.S. Endangered Species Act, and some in Canada listed as endangered under the Species at Risk Act. Donc maintenant, la manière dont... En fait, la seule chose qu'on fait maintenant, c'est on les compte. C'est ça, on les compte et on les quantifie. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a plusieurs de ces espèces qui sont maintenant classées espèces en voie de disparition. And in Alaska, there is even reduced salmon populations in Alaska, and they thought that that would never happen. So there is a need to find a better way to manage these resources instead of the silo approach that has been used for harvest only. Donc il y a vraiment un enjeu d'essayer d'autres méthodes parce que la manière dont on a fonctionné maintenant, même en Alaska, ils sont en chute alors qu'on pensait que ça n'arriverait jamais. Donc il y a un enjeu d'essayer ces méthodes et essayer les méthodes des peuples premiers, justement, qui ne sont pas la méthode en silo de comptage, etc. And the salmon spend the majority of life at sea. They're anadromous. And so while they're out at sea, they're going to be caught in multi-stock fisheries. So when the fishermen are pulling their nets, they're capturing
multiple age classes of fish. Donc la manière dont ils sont, comme ils passent la plupart de leur vie en mer, ils sont pêchés à tous les âges en fait. Il n'y a pas aucune sélection. Tout le monde est ramassé. So those are the marine fisheries, and then we have recreational fishing or sport fishing, and they fish for the biggest fish. Et donc il y a d'un côté cette pêche industrielle qui fait pas de discernement entre les âges des poissons, et d'un autre côté la pêche sportive, individuelle, qui prend eux les plus gros poissons. So then when the fish go into the river, that's where many of the indigenous fisheries occur. Et donc c'est au moment où ils rentrent dans les rivières que là il y a les pratiques des peuples premiers. In every watershed where there's salmon, there is land use impacts, such as forestry, that has degraded their habitat. Et dans chaque bassin versant, il y a eu des impacts à cause de la déforestation. In the United States, a lot of the impact comes from hydropower facilities and dams for irrigation. Aux États-Unis, c'est plus des ouvrages hydroélectriques qui font des dommages. And in British Columbia, it's mostly forestry and mining activity and agricultural withdrawals for irrigation. Et en Colombie-Britannique, donc c'est déforestation, l'extractivisme, les carrières et les pratiques agricoles donc, qui pompent de l'eau dans les rivières. In Alaska, there's mining, forestry, and overfishing. Et en Alaska, c'est pareil, c'est l'extractivisme, la déforestation et la pêche. Excuse me. Yes. Concerning the dams, isn't there any solution to help the salmons go up the river? There has been attempts. There's what's called a fish ladder that can be installed in dams. In the Columbia River, it's the largest salmon river in the United States between Washington State and Oregon State. And then that Columbia River originates in British Columbia. So it also is a very long river. And there are many U.S. federal dam facilities and many county public utility district dam facilities and irrigation dam facilities. There are many obstructions for salmon. Some of those do have ladders and they have some efficacy. They do get salmon up, but there's a lot of salmon loss. And there's particularly a lot of salmon loss in the downstream migration of juveniles. So there's one dam on the Columbia River, the Grand Coulee, that has no salmon ladder at all. And when that was built, I think in 1964, I'd have to look it up, I'm not sure. But these big fish that were probably more than 100 kilos kept going up and hitting the concrete and made it just entirely bloody. And then they would die right there because they couldn't get through. And that happened for 4 years. So that run of salmon is extinct. They're known as the June hogs. And those salmon probably fed the southern resident killer whales who are now going extinct. You mean one dam exterminated one specific species of salmon? Yep. And then the species of whale. Yes, the southern resident killer whales still exist. There's, I think last I heard was 73 in 3 pods. They're resident and they depend on salmon. So resident means that they stay in the coastal waters.
There's three types of orca, the resident, and then we have the transient or bigs, and they're further offshore, but they come in and they'll pursue seals and sea lions. And then the offshores are shark killers. So, but the southern resident killer whales, which are from Vancouver Island south down to San Francisco Bay in California, that's where they range. They have experienced huge declines because that population was harvested for aquariums in the 60s and 70s. And the population has never really recovered. And since that time, the Chinook salmon, that's their preferred prey, has declined. And some of those stocks have gone extinct, such as the June hogs. They went extinct when Grand Coulee Dam cut off 1,000 miles of spawning habitat for salmon. So there's one portion of the population that is in the Okanagan, which is a tributary to the Columbia. And so people hold out hope for bringing back those big fish, but it's pretty slim opportunity. There's another dam that was pulled out in Washington State, the Elwha River. There were two dams in that system, and those were also known to be large fish. So those dams came out, and that river system is recovering as well. And the Klamath, the one I mentioned earlier, that is a large Chinook population that feeds southern resident killer whales. So if we can restore these Chinook populations, then we might have a chance at restoring the southern resident killer whales. But their effective population number is closer to 23, and that would be the reproductive females. And I'd have to double check that number. I haven't checked it recently. But when you get to the point where you're losing your reproductive females, you're losing that reproductive success rapidly. Donc la question c'était sur les passes à poissons. Est-ce qu'il y a des passes à poissons dans ces rivières? Et la réponse c'est il y en a. Il n'y en a pas systématiquement apparemment. Et il y en a qui fonctionnent. Mais ce qui est souvent prohibitif, c'est pas pour que les saumons montent, mais pour que les saumons redescendent. Apparemment, ça ne fonctionne pas très bien et elle parlait de l'effet que ça avait. Par exemple, la rivière de Columbia, il y a 1000 kilomètres, ou puis 1000 miles, pardon, qui ont été coupés. Donc, c'est toutes ces zones neufrières et que ça a un impact énorme sur les peuples des orques. Donc, elle parlait de trois populations différentes et il y a des orques résidentes qui font le voyage entre l'île de Vancouver et la Californie et qui, elles, mangent à 90% du saumon chinook. Elle parlait de la disparition d'un des grands saumons, le June hog, qui, lui, a été... qui n'a pas survécu à l'implantation de ces barrages hydroélectriques. Cet effondrement affecte la santé des orques. Et je crois qu'elle parlait du fait qu'il y a plus que 23 orques dans le pod qui vit à côté de chez elle et qui a une population de femelles reproductrices qui baisse. Voilà, des orques qui ont été prélevées pour être mises dans des aquariums. I see a question from, is it Clelela? And it's two questions one about publications, and I'm trying to work on that. But number two was about, is there another system with similar fish things? And the salmon are anadromous. They hatch in a river. They're not born, they hatch because they come from an egg outside of anything. And so then they spend the most of their life out at sea and then go back to that river system with very high
homing integrity. So they go back to their natal stream and spawn. And then they die. So they're simulparous. And in other areas, I think there are, that I've seen, 7 other regions in the world that have anadromous fish that hatch in the river, go out to sea and come back. But I haven't studied any of what the impacts are of those systems. Alors, Oh, vas-y. pardon. Ouais, non, non, Vas-y, Laurie, parce que j'ai pas noté la question. à la question, elle répondait à la question numéro 2 de Clélia. Clélia, est-ce qu'il y avait un système similaire avec d'autres espèces? Mais de ce que j'ai compris, c'est que il y en a, mais qu'elle les connaît pas parce qu'elle les étudie pas elle-même. Donc désolée pour cette traduction si courte. C'est que j'allais poser une autre question en anglais du coup. Bah, vas-y. Trop bien. Merci. Du coup, in France, Teresa, we are at the point where there will be no more savage salmon within 3 years. The last report is very bad. They say that in 3 years there are no more wild salmons in the French rivers. And I'm wondering if you have clues of how it could affect our forests and how it is potentially already affecting them, even if we don't realize it. Because it's been like the last time there were a lot of salmons in France, it was the grandparents' time. Like the grandparents still had some in Dordogne specifically, but there've been like a real clear cut of the salmon population in France within 2 human generations. Geez. And part of it is a really big part now is the change in ocean conditions. And because the ocean is warming, and so things are not going well in the ocean. And we're seeing this in multiple places. It's really sad that you're losing the Atlantic salmon in France. There's indications that Atlantic salmon and Pacific salmon came from the same ancestor up in the Arctic. And so it's, split. And we do have Atlantic salmon in Atlantic Canada and in the US, but they too are also on the verge of extinction. And it's primarily because of the habitat damage as well as overfishing. So, and overfishing may have contributed first, and then habitat changes were so severe that the populations couldn't recover from overfishing. And it's still in the whole cycles of everything that's in our atmosphere and on the terrestrial system. It's in the best interest of protecting those and regenerating those so that we don't find out later what happened. When we lose something completely, we don't get it back. And that's so difficult to convey to the people that are, causing impacts to systems. And it's still, it's really difficult in my experience to try and get change. This is what we see in our problems with the old growth and trying to get the province to do things differently. It's what we see in the way that fisheries are managed. We want to do things differently, but they're so fixated in the systems that they created for a silo management approach that there's no connecting between these systems in a way that would facilitate a natural regeneration. So if we can work towards if we can show what it means to have a regenerative system, then we might be able to convince even those people that are in it just for the money. We could show them that if they would just do these things, they could probably have more money too, if they would just take care of the systems properly. And we have a good example in Wisconsin, the Menominee tribe. It's my favorite example. They
they base their forest harvest practices on a 200-year rotation. And they've got a very healthy little piece of their territory left that they work with. And so it can be done so that we're taking care of these resources instead of just destroying them. Du coup, merci beaucoup. Thank you so much, Teresa. That was some really good input. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, ce qui se passe et pourquoi en France, on a cette disparition là des saumons qui s'est passée aussi d'un coup très rapide sur l'océan Atlantique, c'est que d'abord, les saumons ont été touchés par la surpêche et que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des changements des conditions de l'océan, que l'océan se réchauffe. Donc, non seulement ils ont été surpêchés, mais que là, en plus, il y a leur habitat qui est complètement en train de se dégrader. Puis, on l'a vu récemment, il y a eu plusieurs canicules sous-marines là dans l'océan Atlantique, notamment en 2023-2024 avec El Niño. Donc, c'est affolant, hein. Ce qui se passe, c'est des incendies sous-marins, quoi, en gros. Donc, forcément, ça se passe très mal pour les saumons. Et c'est pour ça que eux, avec leur projet, ils veulent vraiment faire comprendre aux gens l'intérêt de ne plus fonctionner en silo, mais vraiment de fonctionner dans un écosystème. Ma question, c'était, est-ce que du coup, la disparition des saumons sauvages en France va affecter les forêts? Teresa n'a pas directement répondu à ça. Elle a dit, là, l'intérêt, c'est justement de faire une démarche régénérative des populations de saumon pour qu'on ne découvre pas ce qu'il se passe quand il n'y a plus du tout de saumon dans les forêts ou qui remontent les rivières, qui touchent les forêts. Elle dit que c'est très difficile de véhiculer ce message aux personnes qui ont les ressources financières et les échelles suffisantes pour changer les choses. Mais qu'un de ses exemples préférés, c'est que dans le Wisconsin, il y a une tribu qui a mis en place un système de gestion forestière basé sur un cycle de rotation de 200 ans. Donc ça prouve que ça peut être fait et que prendre soin des écosystèmes, c'est pas seulement quelque chose de contraignant, mais c'est quelque chose qui crée aussi de la richesse. Merci Laurie. Je vois une question que je vais poser sur le lien entre saumon et feu. There's a question about relation. How are fires affecting salmon, mega fires? Oh man, um, really bad. We're seeing scorched earth. So we've had British Columbia has been having huge fires in the summer in 2017, 2018, and 2023 were the worst years ever. And I'd have to pull up the numbers to look, but what we see is areas where there has been past harvesting and land use impacts. That's where the fires are the most intense. So, I'm going to translate just. yes. Donc l'impact de la question, je transmettais là une question sur le lien entre feu et méga-feu et saumon et elle dit c'est colossal. En 2017, 18 et 23, il y a eu des feux énormes qui laissent une terre complètement meurtrie et ça résulte de mauvais usage de la terre et de pratiques forestières. What we see is that the scorched earth means that the fire is also burning the soil, the topsoil, and the surface. And Donc, scorch, c'est la brûlure, en fait. C'est des brûlures qui sont très profondes et qui tuent le sol en profondeur. the trees no longer can hold any of the precipitation, whether it's snow in the winter or the rain at other times. Les arbres ne peuvent plus retenir l'eau, que ce soit la neige d'hiver ou les grosses pluies. So when it does rain, the ash and the remaining sediment washes right into the river. Donc, quand il pleut, les cendres et les sédiments descendent directement à la rivière. And because of climate change, we've got an increase in atmospheric rivers
coming into British Columbia, which is causing massive flooding as well. Et avec le changement climatique, il y a eu une augmentation des rivières atmosphériques qui affecte la Colombie-Britannique. Donc ça affecte les rivières. So yeah, the fires are causing immediate problems, of course, while they're burning, and then the recovery of the forest, but also it's affecting the hydrology in ways that is incomprehensible. Donc ça affecte immédiatement les rivières, les feux, mais ça est en train d'affecter l'hydrosystème de manière qui dépasse la capacité à comprendre en fait, parce que ça va affecter l'hydrosystème à long terme. There are questions about beavers and salmon, but I just didn't have time to read, but I see beavers showing up everywhere. I don't know. Have you intentionally brought back beaver or worked with beaver mimicry at all? I haven't myself. I just answered one of those questions by using Google Translate into French. I haven't. There is some studies. It's twofold. In some areas, there's too many beavers, and it's causing some problems. But in other areas, it's hugely beneficial to modulate the flow of the water because it has been altered by all of these types of things that we've been discussing. And so there are people that are working on this. A friend of mine on Vancouver Island has recently been working with this, so I'm not sure where he's at, but one of the things that we're seeing on the coast is a rebound of the fur animals. That they nearly went to extinction on the coast because of the fur trade that ended in the early 1800s. And so sea otter and beaver are coming back, and areas where they're coming back really well, they're causing damage. So we might have to do some more hunting again. And then some of them are getting like transplanted to other areas that they could survive. So yes, there is some work with beaver. There is definitely benefits. It's another part of these connections and cycles and understanding how they work. Et donc, en réponse à comment est-ce que la cohabitation avec les castors se font, elle parle du rebond que font toutes les populations des espèces à fourrure qui ont été chassées par le commerce de la fourrure, que ce soit les phoques, les otaries et les castors. Et il y a à la fois des endroits où ils sont problématiques, mais beaucoup d'endroits où ils bénéficient énormément à la rivière. Thank you so much for taking the time to be with us and pollinating. Bien sûr, une des raisons pour lesquelles je vais inviter Teresa, c'est parce que nous, en Europe, on est sur la côte atlantique des saumons, donc on est aussi, il y a peut-être des similarités. Voilà, so thank you so much. This is very precious for us. And si vous voulez ouvrir vos micros, ou, je sais pas, vos caméras, vous êtes bienvenus. Thank you so much. It's been Yeah. wonderful talking to you. Yeah, thank you. I don't. Yeah. Merci beaucoup. Thank you. Yep. Ouais. Thank you. Thank you. Bonne This is soirée. This is the moment where everybody turns on his camera and you see the faces of the people Yeah. behind.